Donc maintenant, je vais pouvoir regarder avec vous l'abécédaire de Chapoutot. Donc en fait, Blast, ils ont mis en place un nouveau programme. En gros, ils font un abécédaire un peu à la façon de Deleuze, avec différents penseurs, chercheurs, etc., etc. Et donc, regardons, je vous propose l'abécédaire de Monsieur Chapoutot, cet honteux historien militant qui décrédibilise la lutte en mettant de la politique dans sa science. Bah. Interrogé par Denis Robert, l'historien, auteur des Irresponsables ou Libre d'obéir, égrène, à l'instar de celui de Deleuze, un abécédaire qui fait constamment des allers-retours entre passé et présent, en se projetant souvent vers le futur. Cet échange donne à voir avec moult de détails comment ce qui est arrivé peut encore se produire, sous d'autres noms, d'autres lieux, d'autres mots. Le tournage reprenant le dispositif inauguré par Deleuze, minimaliste, un miroir, des livres, une conversation, a eu lieu cet été dans le Jura, chez Johan Chapoutot. Ah, ils ont même fait le truc du miroir où tu vois le reflet de c'est pas mal. Généralement présenté comme le spécialiste d'histoire contemporaine des fascismes, du nazisme et de l'Allemagne. Son terrain, c'est l'Allemagne du XXe siècle, et plus spécifiquement, le phénomène nazi. Mais ses recherches tournent autour de la question de la modernité, de l'être au monde, de la manière de vivre son humanité à une époque qui commence à se définir à partir des XVIe et XVIIe siècles. Les révolutions industrielles du XIXe siècle menant au monde contemporain dont on commence à voir les limites d'une manière frappante. À la suite de ces 26 lettres déclinées en 6 épisodes, d'autres thématiques telles que la démocratie, le fascisme, mais aussi le racisme, le colonialisme, avec d'autres penseuses et penseurs vous seront proposés. J'ai trop hâte en tout cas de cet abécédaire, c'est un super, j'aime trop. Nous l'avons imaginé comme un levier de résistance et de combat. On vous souhaite donc un bon visionnage pour ce premier épisode de l'abécédaire de Johan Chapoutot. Donc le premier A, c'est comme Antiquité, donc les liens entre les nazis et les références à l'Antiquité. Et c'est vrai que tu as souvent ce truc-là, mais on le voit aussi même avec le mème là qu'il y avait sur TikTok. Combien de fois tu penses à l'Empire romain? Demandez à votre mec s'il pense à l'Empire romain, parce qu'apparemment les mecs ils pensent à l'Empire romain tous les jours, etc. Et genre oui, c'est le fameux l'Empire n'a jamais pris fin et tout, tu vois, genre c'est. Et oui. Quand on voit comment des pouvoirs d'extrême droite, aux États-Unis par exemple, ou ailleurs, non seulement transfigurent ou transforment ou mutilent la réalité, en développant un discours mensonger permanent sur le réel, La photo a été interdite par l'administration de Trump. l'histoire, il y a Oui, comme ils ont purgé énormément d'archives, c'est une folie. Hein. une réaction aux États-Unis, au sens littéral, de réaction intellectuelle et politique dans la manière de décrire l'histoire des États-Unis en ce moment. We love France, right? But I think we did a little more to win the war than France did. Do we agree? You know, I don't want to be a wise guy, but when Hitler made his speech at the Eiffel Tower, I would say that wasn't exactly ideal. You are fake news. C'est quelque chose que les nazis ont fait, comme d'autres types de régimes. Oui, il n'a pas fait de discours à la Tour Eiffel, il a juste pris une photo. Pour être honnête, Hitler et Mussolini sont inspirés de Napoléon lui-même qui était obsédé par César. Les gens exagèrent les références à l'Antiquité alors que c'est Napoléon qui les systématise et qui inspire le mouvement fasciste. Mais j'ai l'impression que c'est aussi... c'est pas aussi une résurgence simplement de la Renaissance, des Lumières et toute la fascination, quoi qu'il arrive, intellectuelle qu'il y avait à cette période pour l'Antiquité aussi, avec la redécouverte de textes, etc. Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi un zeitgeist culturel qui dure pendant des années aussi, quoi, cette référence à l'Antiquité. Chaque type de régime, au fond, y compris des régimes démocratiques, s'invente une histoire et s'invente un passé. La Troisième République, de ce point de vue-là, n'a pas été en reste à partir des années 1880. Pour ce qui est des nazis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une faiblesse fondamentale des nazis, comme des extrêmes droites en général. Ce sont toujours des discours et des visions du monde qui sont obsidionales, d'assiègement. C'est qui vous a appris le mot en premier? C'est qui vous avait fait découvrir ce mot? Mais j'adore ce mot parce que ça explique vraiment tout, le sentiment le sentiment de citadelle assiégée, quoi. Et genre l'aspect aussi de panique, de fièvre, de bref. Et je suis l'intellectuel organique de Twitch, bien évidemment. De menaces extérieures, de faiblesses ontologiques du centre. Mais on le retrouve aussi avec l'extrême droite qui parle d'une Europe forteresse contre l'immigration. Bah voilà, ils construisent déjà les murs derrière lesquels ils veulent s'enfermer, tu vois, cette idée de... Mais c'est très... je trouve que c'est un des trucs qui a très très bien réussi l'attaque des Titans, je trouve, dans la description de l'assiègement de la ville derrière des grands murs avec des titans extérieurs, etc. Ça, c'est qu'une erreur que beaucoup de gens font, c'est que croire que le nazisme n'est qu'un avant 1789. Oui, les nazis sont des réactionnaires qui croient en l'ancien régime, au féodalisme et la ruralité, mais sont des révolutionnaires modernistes qui croient en un futur qui balaye l'ordre ancien. D'ailleurs, le mouvement Trump est aussi comme ça, il est en même temps
réactionnaire fan des 50s, mais aussi moderniste avec le délire. Oui, toujours une itération, mais qui va ailleurs. Mais ça, c'est un truc, même sur le nazisme, enfin, le totalitarisme en général, je me rappelle, donc encore une fois, à Sciences Po, où on parlait encore en termes de totalitarisme, j'avais un cours de sciences politiques et genre je devais faire un exposé sur la Troisième République, était-elle le berceau du fascisme ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement c'était quoi la question qui était dans l'exposé ou le thème qui était issu de l'exposé, mais j'en étais arrivé à lire des historiens, enfin c'était un cours de sciences politiques, mais en fait c'était beaucoup aussi de l'histoire, et en fait à lire des historiens qui identifiaient en fait, donc selon ce principe du totalitarisme qui est claqué au sol, tu vois, et qui pour moi va à l'encontre du concept de totalitarisme, mais qui identifiait dans la Troisième République et l'œuvre de centralisation massive qu'elle a faite, centralisation, modernisation, la fameuse prise en charge du citoyen, du début de sa vie à la fin de sa vie, etc., qui vient asseoir l'idée d'un État qui étend davantage son contrôle. Bon, alors évidemment, c'est pas juste la Troisième République qui a décidé ça, tu vois. Genre, en vrai, c'est l'aboutissement du processus d'unification politique, culturelle, la colonisation de l'intérieur de la France, la colonisation extérieure, la projection du pouvoir, etc. Mais du coup, en fait, j'avais fini par défendre en fait la thèse que la Troisième République était tout autant un berceau du fascisme qu'un berceau de la liberté, puisque en fait, elle contenait en elle finalement cette donnée moderne qui est celle de la centralisation et celle de l'organisation d'une société de masse, quoi. Et en fait, tu retrouves encore une fois dans les discours un petit peu qu'on étudiait un peu à l'époque, sur les discours politiques, sur qu'est-ce qu'il faut faire de cette nouvelle république qui arrive, etc. Tu avais à la fois des références à la cité antique, mais aussi une projection dans une modernité nouvelle, dans une forme d'homme nouveau républicain. J'avais fait aussi un parallèle entre l'homme nouveau, dont on nous parle souvent beaucoup pour les soviétiques et pour les nazis, et l'homme nouveau comme étant le citoyen éclairé, qui est une forme d'homme nouveau aussi. Donc tu as toujours ce paradoxe en fait entre tradition et modernité. On a conscience qu'on crée un nouvel ordre, quelque chose qui est radicalement nouveau, mais aussi on va le justifier et l'asseoir sur du passé, etc. Ce qui contraste grandement avec Staline, qui, quoi qu'on pense, avait une vision révolutionnaire de son État, qui voyait un futur qui était par essence communiste et donc parfait. Par rapport à la périphérie. Et ça se joue également dans le rapport à l'histoire. Et il y a un complexe d'infériorité culturelle, intellectuelle, historique, politique en Allemagne, de long terme, qui préexiste aux nazis, vis-à-vis des pays du Sud, vis-à-vis de la Grèce, vis-à-vis de l'Italie, vis-à-vis de la Excuse-moi France. de poser une question. Tu dis nazisme et extrême droite ou tu différencies nazisme et extrême droite? J'ai peur que les abécédaires de Blas ce soit full sérieux. Sujet de Deleuze, il y a des moments ultra sérieux et ultra pipi caca. Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, c'était Deleuze, quoi. Quels historiens ou chercheurs vont vouloir. Mais je pense que Chapoutot, c'est un bon client pour être un peu plus pipi caca, pour être un peu plus détendu, tu vois, être un peu plus. Mais plutôt dans son flegme un peu méprisant, plutôt dans son côté méprisant que dans le côté pipi caca de Deleuze, quoi. Mais c'est vrai que je suis d'accord que j'aimerais bien que les abécédaires de Blas disent. Mais après, Deleuze, en tant que philosophe, il pouvait plus se permettre, je pense, qu'un historien aussi. Sur cette... Le nazisme est une forme de l'extrême droite contemporaine depuis la fin du 19e siècle, qui pousse, comme d'habitude, ce qui est très intéressant avec les nazis, c'est qu'ils poussent des tendances lourdes, soit de la modernité, soit des nationalismes contemporains, soit des extrêmes droites internationales, jusqu'à leur terme. Voilà. Et c'est en ça que c'est aussi intéressant comme observatoire. Donc il est en mode, le nazisme est intéressant pour s'intéresser à l'extrême droite parce que c'est une forme d'aboutissement c'est un courant d'extrême droite qui vient aboutir des projets qu'on retrouve un peu partout. Donc qui vient donner un peu, donc du coup c'est intéressant en tant que ça a abouti quelque chose qui n'a pas forcément été abouti ailleurs de la même façon, quoi. Et je pense que c'est pour ça que les gens font beaucoup référence aux nazis pour parler d'extrême droite, etc. Et que c'est un petit peu le truc, ce qu'on dirait comme le truc paroxystique, qui a presque la forme chimiquement pure, un peu de l'extrême. Ce qui peut parfois simplifier des choses, parce que du coup tu vas beaucoup plus chercher dans le nazisme des parallèles historiques et tu vas moins les chercher dans le fascisme, ou alors tu vas calquer sur le fascisme italien les mêmes structures que le nazisme, alors que justement c'est pas exactement pareil, ou pareil que sur Franco, l'Espagne franquiste. Je trouve que c'est assez intéressant à étudier, parce que ou alors même la dictature de Salazar au Portugal, qui est aussi dans des négociations politiques qui sont pas exactement les mêmes, c'est pas les mêmes contradictions que l'Allemagne nazie par exemple, et qui même à l'époque était moins considéré comme du fascisme. Je crois qu'il y avait des débats aussi à l'époque sur Salazar de est-ce que c'est un dictateur fasciste ou pas, parce que comme il exprime des clivages d'extrême droite qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas posés dans les mêmes termes que les nazis, du coup le fait de penser le nazisme un petit peu comme ce paroxysme de l'extrême droite, parfois ça empêche d'identifier des aboutissements
de cette extrême droite-là ailleurs que dans le nazisme et du coup ça peut réduire un petit peu le champ de vision, quoi. Je pense en Italie, ils parlent peut-être beaucoup plus de Mussolini et du fascisme que juste du nazisme du coup. Oui, je pense que du coup en Italie, ça doit être plus leur référence, celle de Mussolini, oui. Mais du coup, je pense que c'est une référence qui se perd dans la traduction des discours politiques et historiques, quoi. Et donc, eux ont voulu compenser ce complexe d'infériorité culturelle en annexant l'Antiquité. C'est-à-dire qu'avant d'annexer des territoires, avant d'annexer de la géographie, ils ont annexé du temps, ils ont annexé de l'histoire. Et ils ont dit, mais de ce point de vue-là, ils ont repris des traditions, on va dire, académiques, intellectuelles qui leur préexistaient, depuis au moins le 19e siècle, voire la fin du 18e siècle en Allemagne, des traditions qui consistaient à dire que l'Antiquité gréco-romaine, méditerranéenne, donc grecque et romaine, n'était pas méditerranéenne, sui Mmh. generis, mais qu'elle était nordique. Et ça, c'était un coup de force extraordinaire. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on va parler de renvoi à l'Antiquité, c'est toujours une relecture du passé, une falsification du passé, pour qu'elle colle, à l'image qu'on a et donc là, en l'occurrence, mais c'est aussi parce que l'Allemagne, enfin ce qui est l'Allemagne moderne, donc en fait les différents royaumes et cetera avant leur unification, sont le dernier bout de ce qu'était le Saint-Empire romain germanique et cetera et que du coup, ils se projettent aussi dans cette germanisation de l'Empire romain. Qui consiste au fond à s'approprier la Grèce et Rome en disant qu'il ne s'agit pas de création autochtone méditerranéenne, indigène, mais au contraire d'exportation du nord vers le sud. Ce sont des hypothèses, des théories qui circulent en Allemagne et dans l'espace danubien, on va dire, depuis le 19e siècle, et que les nazis érigent en thèse d'État, au fond, qui va être enseignée dans les écoles, dans les universités, qui va être vectorisée par le Mmh. cinéma, par la sculpture, par l'architecture. On pense à Leni Riefenstahl, Oui. on pense à Albert Speer. Bah Toute cette mobilisation de l'art allemand au mmh. service d'une nouvelle conformation, d'une nouvelle information au sens littéral du terme. On va donner forme à l'espace allemand, aux Jeux olympiques, aux médias. On pense pas du tout à eux, mais vrai. Bah, Leni Riefenstahl, si, un peu, mais oui, les autres, on les connaît moins. Mais oui. Pour montrer que le style dorique est un style allemand, pour montrer que Mmh. le corps allemand est un corps grec et inversement, et pour s'approprier donc le prestige et le brio d'une antiquité qui échappait à l'Allemagne jusqu'ici. Une forte influence de Winkelmann au XVIIIe sur l'idée de la supériorité de la blanchité en fantasmant une antiquité toute blanche. Ouais, la décoloration des statues aide aussi beaucoup. C'est-à-dire que, tu sais, t'as tout le truc des Vénus noires qu'on retrouve et qu'en fait, bon, on sait que c'est des Vénus noires. Pourquoi? Bah, parce qu'elles sont sculptées dans une pierre qui elle-même est noire, tu vois. Mais t'as aussi beaucoup de vestiges qui ont perdu leur couleur, mais qui étaient peints à l'époque. Et parfois, souvent, c'est assez marrant de voir des archéologues qui reproduisent un petit peu en photomontage, en images de synthèse, etc., ce à quoi ressemblait, enfin, en faisant des relevés, des traces de pigments qui restent dans les différentes ruines antiques et qui montrent à quoi ça ressemblait à l'époque quand c'était peint. Et c'est dégueulasse, c'est vraiment ridicule. Mais du coup, en effet, tu as aussi presque le côté de la décoloration des statues qui permet encore plus facilement de projeter la blanchité sur le marbre ou le grès qui se retrouve décoloré, bref. Alors que, en fait, à l'époque, bah, justement, la couleur était là. Mais il y a pas mal de trucs aussi en histoire de l'art, sur la disparition de la couleur et sur la suppression de la couleur aussi comme œuvre de modernité. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était un truc, je vous en parle assez souvent, mais il y avait une vidéo d'une meuf qui fait de l'histoire de l'art et qui avait fait toute une vidéo sur la symbolique du golem dans le monde juif et par rapport aussi à la création d'Israël, etc. Enfin, elle fait beaucoup de ce truc-là. Et elle avait un peu fait la remarque, un peu en mode bah, j'ai visité le mémorial de la Shoah dans tel pays, avec une architecture brutaliste en béton, très grande. Je crois que c'est celui avec les masques par terre, les visages sur le sol, etc., sur lesquels tu marches et tout. Et elle était en mode, mais je me suis fait une réflexion d'un point de vue d'histoire de l'art que bah, quand tu t'intéresses aux cultures juives européennes, c'est des cultures qui ont beaucoup de couleurs, qui ont qui ont des patterns de broderie. Et en fait, quand tu t'intéresses à la culture juive européenne, c'était plein de couleurs, de broderies, de trucs comme ça. Et en fait, l'art traditionnel des populations juives européennes est très coloré, justement. Et cette foison de couleurs était aussi ciblée comme quelque chose de dégénéré, de primitif, de trucs comme ça, etc. Et du coup, elle avait un petit peu cette remarque que ce qui est un petit peu triste, c'est que quand tu rentres dans un mémorial de la Shoah, ce mémorial lui-même, alors c'est beau architecturalement, c'est saisissant, etc. Mais la façon dont l'architecture est faite rejoue le génocide des Juifs, puisqu'en fait, il montre que le génocide a réussi, entre guillemets, dans l'effacement
de la culture juive européenne, puisque même les espaces de mémoire juive européenne ont fait de même disparaître la culture elle-même. Et en fait, on retrouve ce double génocide culturel qu'on retrouve paradoxalement dans la mémoire de la Shoah. Et je trouvais je fais ça hyper intéressant comme parallèle qu'elle faisait. Finalement, tu vois comment la modernité a fait son œuvre aussi sur l'effacement d'une culture et sur son blanchiment, quoi. Je la suis surtout aussi beaucoup sur TikTok. How being anti-tattoo is anti-indigenous. Oh, intéressant. Donc elle fait beaucoup des shorts, elle fait beaucoup des TikTok, c'est cette chaîne-là. Et c'était un de ses shorts justement où elle en parlait. Elle a fait un peu des vidéos un peu plus longues, celle sur la célébration de Hanouka pour les juifs antisionistes, enfin le rapport des juifs antisionistes à Hanouka, qui m'a beaucoup fait penser au débat qu'il y a eu avec Tzedek d'ailleurs. La mythologie traumatisée derrière la fondation d'Israël et le mythe du golem qui est ultra intéressante. Ultra intéressante. Enfin voilà, elle fait beaucoup de trucs sur l'histoire d'un point de vue, sur l'histoire de l'art, d'un point de vue antisioniste, d'un point de vue même décolonial, etc., qui est ultra intéressant. Et sur le whitewashing de la Grèce antique. Enfin, bref, elle est ultra stylée. Et tout ça, ça permet donc de redorer le blason de la race nordique, qui n'est plus seulement, puisqu'il raisonne en termes de race, en termes d'ontologie séparée, quasiment animale, zoologique. La race nordique qui n'est plus désormais un ramassis de barbares, dévoreurs de viande crue, mais qui est la créatrice du Parthénon, de la philosophie, des mathématiques, des légions romaines, de l'Empire romain. Bon, c'est une histoire totalement fantasmée et parfaitement réécrite, même si elle prétend reposer sur des preuves archéologiques, architecturales, paléontologiques, biologiques. J'avais lu quantité de travaux qui comparaient les formes de crânes grecs, nordiques, écossais, etc., pour bien montrer qu'il s'agissait de la même race. Et donc, lorsque tu regardes des manuels scolaires ou des manuels de formation des maîtres des années 30, tu vois des cartes de diffusion de la race nordique, donc à partir d'une matrice ou d'un foyer au nord de l'Allemagne, au sud de la Scandinavie, des flèches comme ça, qui montrent que les Celtes viennent du nord, que les Romains, les Grecs, parfois même les Égyptiens, voire les Chinois, sont issus du nord. Et l'explication qui est mobilisée pour expliquer le retard culturel, au fond, des barbares germains par rapport aux Romains ou aux Grecs, c'est la photosynthèse culturelle. Oui, et c'est ça qu'on retrouve aussi beaucoup, parce que ça m'avait fait tiquer quand il a mentionné Leni Riefenstahl, mais qu'on retrouve aussi dans la mouvance folkish qu'il y avait, où il y a vraiment cette comparaison de la photosynthèse, de la plante, de l'espace vital, typiquement, le Lebensraum, mais qui compare en fait la culture à un écosystème biologique, et donc dont il faut respecter les règles biologiques immuables, etc., et qui vient réaffirmer cette évidence que les antiracistes répètent tout le temps, c'est que le racisme n'a jamais été biologique, il a toujours été culturel, puisque c'est la culture qu'on va calquer sur la biologie et sur le présupposé biologique de tout ça, quoi. Ce qui est une vieille hypothèse depuis l'Antiquité d'ailleurs, l'influence des climats sur la civilisation, et que par ailleurs, donc, les rameaux nordiques qui se sont installés en Méditerranée ont pu, sous un ciel plus clément, développer leur photosynthèse culturelle et exprimer tout le potentiel, actualiser tout le potentiel culturel et intellectuel de la race nordique, qui est, de ce fait, présentée comme créatrice de toute culture. Ah oui, du coup, genre en gros, les barbares nordiques sont arrivés en Méditerranée et ils y ont trouvé leur biotope naturel dans lequel ils ont fait fleurir la culture. Du coup, ils ont immigré pour coloniser. Nazi change tout le temps le rapport à la race en fonction des divagations politiques. Par exemple, entre 36 et 39, quand la Pologne peut servir d'ennemi de l'URSS, les Polonais sont qualifiés d'Aryens. Par contre, après l'invasion, Hitler rétablit les thèses de Mein Kampf dans un discours secret pour justifier le colonialisme de peuplement et le génocide. Ouais, c'est ça, oui, ça n'a jamais eu rien à voir avec la biologie. Et globalement, on calcule des crânes surtout pour justifier des trucs a posteriori, quoi. Bref. J'avais trouvé un texte tout à fait intéressant de Richard Darré, ingénieur agronome, futur ministre de l'agriculture du Reich, et entre-temps chef de... Un Français? Non, c'est un Allemand. Richard Darré, ça fait... Ricardo Walter Darré, puisqu'il est né en Argentine, et puis il a rémigré en Allemagne nazie. Et moi, ce qui me tabasse, c'est vraiment que les liens entre les nazis et l'Argentine, ça date de avant qu'ils fuient. Ils étaient déjà... Ils bandaient déjà sur le fait de coloniser l'Amérique. Bref, encore les Argentins, c'est une catastrophe. Il a été en 1931 le premier chef de l'Office central de la race et de la colonisation de la SS, et il publie un livre intitulé Lycurgue et Confucius, où il compare le législateur spartiate, Lycurgue, à Confucius, en montrant qu'il s'agit de la même, de la même vision du monde patriarcale, hiérarchique, esclavagiste, etc. Tout simplement parce que Lycurgue et Confucius sont deux Germains blonds aux yeux bleus. Bien sûr, Confucius, notoirement un Germain blond aux yeux bleus. C'est même le premier cliché que j'ai quand j'imagine Confucius, c'est
lourd germanique, blond aux yeux bleus. C'est bien sûr, c'est la tête que j'imagine quand je pense à Confucius, quoi, bien sûr. Ensuite, hélas, les Chinois ont dégénéré, mais de fait, Ah, en fait, Confucius, il était dessiné comme un Chinois parce qu'après, les Chinois, ils ont dégénéré. C'est pour ça qu'ils ont une tête de Chinois. Mais avant, ils étaient blonds aux yeux bleus. Attention. Je crois qu'il était de la gauche du NSDAP, plus révolutionnaire. C'est pour ça qu'il a cette idée de race transformatrice et qu'il admire la Chine. La gauche du NSDAP en kiffe sur le Kuomintang et va d'ailleurs financer les Chinois contre les Japonais dans les années 30. Ah, ok, ça, je savais pas ça. Mais c'est vraiment un truc qu'on n'a vraiment pas en tête. C'est l'intensité aussi des échanges entre l'Occident et l'Extrême-Orient. Notamment, tu sais, genre, t'as presque l'impression que quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, ah oui, rappelle qu'une partie de la Seconde Guerre mondiale s'est jouée. Et qu'en fait, en réalité, ça a commencé avec la colonisation, voilà, avec la campagne de Chine par le Japon, etc. etc. Donc en fait, les dates de la Seconde Guerre mondiale, tu peux les étendre et les commencer dans l'espace sino-japonais, etc. Et en fait, c'est que tu oublies aussi que en fait, c'était pas des espaces complètement clos, quoi. Genre, même sur la comparaison entre Confucius et l'autre gars là, en fait, tu avais aussi des écrits politiques qui ont été diffusés de l'Empire romain, enfin de l'espace méditerranéen vers l'espace indien, vers l'espace jusqu'en Chine, etc. Enfin, t'as eu comment dire, des passages un petit peu des transmissions de discours, de savoir, de machin, etc. qui sont faits un peu dans les deux sens et qu'il y avait déjà des relations. Alors, on imagine bien les relations coloniales, mais on imagine moins, on pense moins justement à ce genre de relations on bande sur telle personne en Chine et du coup, on va soutenir eux face au Japon et en fait, après, on va soutenir le Japon parce que machin, et puis après le plan Fugu, et puis après, en fait, il y a ça, et puis en fait, il y a tous les trucs où presque quand on imagine parfois, on imagine un peu le nazisme comme quelque chose, même nos imaginaires d'extrême droite comme des trucs qui sont typiquement à nous, sont typiquement occidentaux, et du coup, on sous-estime à quel point aussi ils ont pu se diffuser et se transformer dans les relations. Voilà. Le plan Fugu, oui, j'en avais parlé la dernière fois. Le plan Fugu, c'était un plan qui n'est pas vraiment arrivé à aboutissement, d'aller établir une colonie juive en Chine, en Mandchourie, à l'époque du Manchukuo, etc. Et en gros, bref, bon, c'est un truc qui aujourd'hui soutient, est encore diffusé dans les théories du complot antisémite qui se diffusent en Chine, parce que fun fact, il y a des théories du complot antisémite en Chine. Ils se basent beaucoup sur le plan Fugu pour dire, regardez, les juifs voulaient nous coloniser car ils sont plus intelligents, gna 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 et tout, genre vraiment avec de la bonne vieille truc antisémite. Fun fact, le protocole des sièges de Sion a été traduit en japonais à l'époque. Il y avait aussi un foyer d'immigration japonaise vers Kyoto, etc. Et il y a toute une histoire de l'antisémitisme mondial qui se joue en partie en Chine et au Japon autour de ce fameux plan Fugu qui était un projet qui a été abandonné, qui s'est pas fait, et puis après, donc voilà, etc. C'est une petite histoire un peu fun fact et marginale, mais moi j'ai découvert ça parce que je regardais un TikTok d'un mec chinois qui fait vraiment la propagande de la Chine, etc. Et je vois un truc intéressant sur un bail qui s'est passé, je sais pas, à Shanghai, etc. Je fais en mode, ah tiens, intéressant. Je regarde son compte TikTok, je scroll, je vois un truc sur pourquoi la Chine ne soutient pas Israël. Je fais, ah bah tiens, intéressant, c'est genre il va parler de géopolitique. Et c'est un TikTok ultra antisémite. Genre vraiment, c'est le mec qui est vraiment en mode, les juifs font ci, les juifs font ça, les juifs veulent coloniser, etc. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, à l'époque du plan Fugu, ils ont fait ça, etc. Et du coup, je regarde sur Wikipédia tout le bail sur le plan Fugu, je suis en mode, ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Donc il y a aussi du complotisme antisémite en Chine. C'est intéressant. Voilà, tout ça pour dire qu'on sous-estime beaucoup les transmissions culturelles qui pouvaient y avoir déjà à l'époque entre l'espace oriental et l'espace occidental, quoi. En fait, il est impensable de considérer que la muraille de Chine soit l'œuvre de sous-hommes. Donc c'est la race germanique qui a accouché de cela. Mais on retrouve ça aussi sur les pyramides, même la plupart des merveilles antiques, etc. Où c'est la théorie des anciens aliens, ancient aliens, où en gros c'est en mode, on peut pas imaginer que tout ça ce soit l'œuvre de ces peuples primitifs. On considère comme primitifs et comme n'ayant absolument aucune culture parce que c'était ceux qui étaient avant nous, et voilà quoi. Et du coup, c'est ce qui mène en fait à toutes ces théories du complot sur le fait que c'était des aliens qui sont descendus sur Terre et qui ont fait tout ça, parce que ça te permet de te rassurer que c'est pas les sous-hommes égyptiens, latino-américains, etc. qui auraient pu faire ces merveilles. Ça ne peut que être des intelligences supérieures, tu vois. Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve énormément dans le racisme vis-à-vis de l'Antiquité et tout. C'est vraiment... si c'est un truc stylé et que tu sais pas comment ça a été fait, alors que genre il y a plein d'archéologues qui t'expliquent comment ça a été fait, mais que t'es en mode non, je n'imagine pas ça. Pour moi, ce sont des sous-hommes, du coup tu dis c'est des alliés. Et surtout genre le truc de oh là là, pourquoi les pyramides? Parce qu'en fait, secrètement, les pyramides, c'est une forme qui permet de faire de l'électricité ou je sais pas quoi.
quoi, ou alors d'appeler, envoyer des ondes dans l'espace. Non, c'est parce qu'en fait, quand tu veux faire un truc qui est haut, la première forme auquel tu penses, c'est tu t'empiles des trucs. Et en fait, si t'empiles des trucs comme ça, bah en fait, ça risque de tomber. Et du coup, t'empiles des trucs en faisant une base assez large pour aller plus haut, pour éviter que ça tombe, en fait. Et c'est pour ça que c'est des pyramides qu'on retrouve un peu partout. Et oui, et que surtout, bah en fait, les autres trucs ont peut-être disparu parce que comme c'est ultra stable, bah ça reste plus longtemps dans le temps et que peut-être qu'ils avaient aussi des turbotours et qu'en fait, elles ont disparu parce qu'elles se sont pété la gueule. Himmler parle des cités andines aussi. Mais c'est pour ça qu'on trouve aussi beaucoup de nazis et beaucoup d'extrême droite dans toutes les niches un petit peu de pseudo-archéologie et de théorie du complot sur l'archéologie. Bah parce qu'en fait, in fine, quand tu vas au bout de la logique, bah t'arrives sur ces trucs-là de pourquoi je crois pas que c'est les habitants des Andes qui ont fait tout ça, c'est parce que je considère que c'est des sous-hommes et que c'est une sous-race alors que moi je suis... Bref, vous avez compris. Comment ça s'est joué, cette filiation? Alors, ta question est très intéressante parce qu'elle nous ramène à un mode d'explication qui est toujours de chercher au fond le cerveau ou l'auteur qui, etc. Et ce qui est très intéressant dans le cas du nazisme, comme je pense aussi dans le cas de tous les phénomènes politiques et culturels, c'est qu'on a affaire à une forme de coopération disséminée ou rhizomatique, pour parler comme Deleuze, dans la mesure où c'est vraiment un conglomérat de plusieurs générations, au fond, de scientifiques, alors archéologues, historiens, philologues, spécialistes de latin, de grec, de sanskrit. L'inventeur de la notion de sanskrit situe l'origine en Inde, mais les nazis rapatrient ça au nord de l'Allemagne. Donc c'est vraiment une construction collective. Oui, c'est ça, c'est vraiment, en gros, globalement, du coup, pourquoi les gens qui sont en mode ah, mais les Aryens, c'était pas un truc en Inde, etc. Ben, en fait, c'est parce que globalement, les nazis, ils ont pris tous les trucs où il y avait l'air d'y avoir la civilisation, ils ont dit bah ça, c'était nous. Voilà, c'est tout. C'est juste purement du suprémacisme en mode si ça avait l'air complexe et civilisé, c'est que c'était nous. Voilà. Et pourquoi ils sont dessinés comme des barbares et des gens pas très blancs? Ah, c'est parce qu'ils ont dégénéré. En fait, avant, ils avaient de la civilisation parce que c'était nous, et après, ils ont dégénéré, et du coup, physiquement aussi, ils ont dégénéré. C'est pour ça qu'ils sont devenus sombres. Ce qu'on trouve chez les Mormons d'ailleurs, by the way, qui considèrent que les Noirs le sont parce que Dieu les a punis, mais que s'ils se convertissent au mormonisme, leur peau va s'éclaircir naturellement, puisqu'ils vont se libérer du péché originel d'être noir. Dans le débat qu'il y a eu sur Mein Kampf, est-ce qu'on doit rééditer Mein Kampf, est-ce que c'est important, etc. Moi, j'ai plaidé pour le fait que c'était pas très intéressant, Mein Kampf, pour comprendre le nazisme. Oui, parce qu'en vrai, en se focusant sur Mein Kampf, tu oublies toutes les recompositions opportunistes des justifications discursives du nazisme, si je veux utiliser des gros mots. Dire qu'en gros, c'est que, bah, comme c'est dit tout à l'heure dans le chat, c'est qu'en fonction des besoins, ils modifiaient leur discours et leur mythologie pour coller, bah, l'exemple sur les Polonais de tout à l'heure, où ils modifiaient leur idéologie et leur discours pour coller à leur intérêt politique du moment. Et donc, en fait, Mein Kampf, c'est à un moment, c'est un texte qui est posé à un moment, mais en fait, ça permet pas de tout saisir de ce qui a été fait après, quoi. Et même des autres personnes qui ont participé de l'édifice nazi, qui venaient pas forcément de là, qui venaient, tu vois, les trucs de l'occultisme, etc. Et qui ont aussi rempli le monde cognitif du nazisme d'autres trucs, quoi. Dans la mesure où Mein Kampf est intéressant pour comprendre ce qui précède Mein Kampf, c'est-à-dire toute la culture de l'extrême droite autrichienne et allemande depuis les années 1850, dont Hitler est le réceptacle dans Mein Kampf en 1924-1925. Mais ce n'est pas du tout la matrice de ce qui va suivre. Oui, et puis je pense que ça peut avoir aussi une tendance à tout centrer sur la figure d'Hitler et à oublier l'aspect à l'échelle un peu plus large de la société qui était celui du nazisme. Si on veut comprendre véritablement cet univers mental, il faudrait faire une anthologie de dizaines de médecins, de juristes, de journalistes, d'idéologues et plumitifs divers, d'historiens, d'archéologues, de biologistes. Ils sont auto-convaincus les uns les autres de ce qui est une hérésie quand même. Alors, qui se lisaient les uns les autres, mais ce n'était pas une hérésie dans le contexte de l'époque. Et quand tu regardes les manuels de géographie des années 20 et 30, la République française quand même, patrie du genre humain, les droits de l'homme, etc., tu as toujours le chapitre introductif sur les races humaines, sur la détermination raciale, etc., avec ce tempérament ou ce bémol, parfois, qui consiste à dire nos cousins germains, nos amis allemands sont peut-être plus radicaux que nous parce qu'ils sont trop déterministes. Nous, Français, comme nous sommes des hommes des Lumières et les enfants de Jules Ferry, nous considérons que la race est très importante, mais que l'œuvre bienfaisante de la colonisation peut modifier quand même ces cerveaux atrophiés et arriérés pour les amener de l'ombre à la lumière et de la nuit noire aux lumières de la
civilisation. Donc, si tu veux, au-delà du nazisme et au-delà du cas de l'Allemagne, il y a un contexte européen occidental qui est quand même structuré par le racisme, le darwinisme social, le Oui. déterminisme biologique. Oui, c'est ça, c'est aussi focus ça aussi sur le nazisme, c'est aussi un peu oublier la colonisation, hein. Je sais pas si c'était Aimé Césaire, je crois, qui disait ça, que le crime des nazis, ça a été d'utiliser leur méthode coloniale sur d'autres Européens, un truc comme ça, je sais plus. Chapoutot lui-même dit que le nazisme est une forme paroxystique de la pensée coloniale. Oui, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Enfin, je veux dire, ça m'étonne pas qu'ils disent ça, quoi. Ça correspond à son courant d'historiographie, quoi. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.